Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour, la séance plénière de ce matin est consacrée au deuxième exposé de son Excellence, M. Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, Premier ministre, chef du gouvernement, sur la situation de la nation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée législative de transition se réjouit de vous accueillir une fois de plus au cours de cette année 2023 à l'hémicycle. Au nom de la représentation nationale, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs les députés, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs, au terme des dispositions de l'article 109, alinéa 2 et 3 de la Constitution, je cite, « Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la nation. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. » Fin de citation. Dans le contexte de la présente transition et au terme des dispositions de l'article 157, la résolution portant règlement de l'Assemblée législative de transition, je cite, « Chaque semestre, à compter de son investiture, le Premier ministre expose directement aux députés de la transition la situation de la nation. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. » Fin de citation. Conformément aux dispositions ci-dessus citées, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous allez vous livrer à cet exercice qui sera l'occasion pour vous d'exposer à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple burkinabé la situation de la nation, la politique menée par votre gouvernement, notamment durant le dernier semestre écoulé, et en vue de répondre aux préoccupations quotidiennes des Burkinabés et pour la bonne marche de notre pays. Je rappelle, Mesdames et Messieurs les députés, que son Excellence M. Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a prononcé devant nous, le samedi 30 mai 2023, son premier exposé sur la situation de la nation. Une année après son investiture et conformément aux dispositions de l'article 157 de notre règlement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre exposé de ce matin constitue un moment fort de notre session permanente. Je ne doute pas que ce sera l'occasion pour vous de donner aux députés et au peuple burkinabé des informations précises sur l'évolution de notre pays, notamment la reconquête de l'intégrité du territoire national et la restauration de la paix et de la cohésion sociale. Je porte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble des députés, qu'en application des dispositions de l'article 158 de notre règlement, je cite, « Il est procédé au débat dans les conditions suivantes. 1h30 minutes au maximum pour la présentation du Premier ministre. 3 heures au maximum pour les questions des députés. 2h30 minutes au maximum pour les réponses du Premier ministre. Les présidents des groupes constitués transmettent au président de l'Assemblée législative de transition les questions des députés qui n'ont pas reçu de réponse ou qui ont reçu une réponse incomplète afin qu'il les rappelle au Premier ministre qui y répond. Fin de citation. Cela dit, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous passe la parole pour votre discours. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur, président de la délégation régionale du Centre, Monsieur le premier vice-président représentant, Monsieur le co-commissaire, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, autorités administratives, militaires et paramilitaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'étais là, devant vous, pour vous présenter mon discours de politique générale et d'engagement patriotique. Il y a 6 mois de cela, j'étais encore ici même, devant vous, pour vous présenter mon discours sur la situation de la nation. Depuis ce temps, des combats acharnés ont été menés contre les forces du mal. Beaucoup de citoyens sont encore tombés, victimes des hordes barbares. Mais chaque fois, nous avons pu apporter une réplique adéquate, malgré les perfidies de l'ennemi et la surprise des attaques. De nouveaux moyens de combat ont été acquis et de nouveaux dispositifs ont été mis en place, ce qui nous permet d'envisager l'avenir sécuritaire avec de plus en plus d'assurance. Dans le même temps, malgré la crise sécuritaire, nous avons fait face aux problèmes économiques et socio-culturels en vue de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les relations avec les partenaires intéressants ont été consolidées, et ce, sans perdre de vue la refondation de l'État. Pour ce qui est de la sécurisation du territoire, depuis mon dernier discours sur la situation de la nation, des réformes sont encore intervenues dans l'armée pour plus d'efficacité. 18 autres bataillons d'intervention rapide ont été créés, portant leur nombre à 25, ce qui permet un meilleur maillage du territoire. En outre, le Conseil des ministres du 25 octobre 2023 a adopté un décret portant création des groupements d'unités mobiles d'intervention dont la mission est de lutter contre toute forme de menace, et principalement contre le terrorisme et le grand banditisme. Ces unités sont aujourd'hui au nombre de 12. Des hommes ont été formés et du matériel a été acquis pour l'équipement des bataillons et des unités spéciales. Sur le terrain, des innovations sont en cours pour une meilleure protection du territoire. La création du Fonds de soutien patriotique permet aux citoyens de contribuer à l'acquisition de moyens pour les forces combattantes. D'ici à la fin de 2023, les contributions attendues sont de l'ordre de 80 milliards. Le renforcement de la coopération militaire avec la Fédération de Russie permet le renforcement des capacités du personnel militaire et de meilleurs approvisionnements en armement et munitions. Face au blocus imposé par certains États occidentaux, une diversification était non seulement opportune, mais nécessaire.
Nous avons également renforcé la coopération militaire avec la Chine et la Turquie. Cela nous a permis de disposer de moyens modernes et percutants. Le Burkina Faso dispose actuellement d'équipements de défense de dernière génération. Dans le domaine militaire, le régime de la transition est disposé à coopérer sans complexe avec tout État dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont équipées de systèmes de vidéoprotection et de communication. Personne n'ignore le rôle que joue l'armée dans l'escorte de convois pour l'approvisionnement des zones à fort défi sécuritaire. Pour ce qui est de l'économie, il s'agit de dresser les actions réalisées et les projets à entreprendre, surtout depuis les 6 derniers mois, dans ce qui relève de la réduction du train de vie de l'État, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'énergie, des mines, de l'agriculture et des transports. Pour ce qui est de la réduction du train de vie de l'État, des efforts se poursuivent pour la réduction de ce train de vie. La relecture du décret portant rémunération des membres du gouvernement a permis de réaliser une économie de 454 934 520 CFA. L'opération billetage a permis une économie provisoirement estimée à 8 milliards 554 233 154 francs CFA. Les vérifications se poursuivent, de même que les réclamations sont enregistrées et sont en traitement. L'opération dématérialisation des bulletins de paie et de la revue des marchés publics a permis une économie de 315 millions de francs CFA. La gestion rigoureuse du parc automobile de l'État a permis une économie de 6 milliards de francs CFA. La gestion de l'équipement de l'État dégage une économie de 1 milliard 600 millions de francs CFA. La rationalisation de la consommation du carburant fait ressortir une économie de 2 milliards 870 millions de francs CFA. La gestion des systèmes de production et de distribution d'eau et d'électricité fait dégager une économie de 2 milliards 510 millions 463 495 francs CFA. L'économie dégagée dans la gestion du patrimoine immobilier de l'État est de 605 millions 436 000 francs CFA. La rationalisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays fait ressortir une économie de 200 millions de francs CFA. La rationalisation des institutions, notamment la suppression du Haut Conseil pour le dialogue social, génère une économie de 300 968 000 francs CFA. La somme des économies ainsi réalisées est de 24 milliards 411 41 169 francs CFA. Le taux d'inflation, qui était de 14,1% en 2022, est projeté en forte baisse en 2023, avec une moyenne estimée à 1,9%, malgré l'augmentation de 100 francs du prix du litre du super au début de l'année. Il faut le reconnaître, c'est une performance rare, surtout dans un pays en guerre où l'essentiel des moyens est orienté vers l'acquisition de moyens de combat. Instruction a été donnée
d'explorer les pistes pour une harmonisation des traitements dans la fonction publique et dans les sociétés d'État. Il est inadmissible que dans un pays où tout est prioritaire, même en temps de paix, que des agents accumulent des privilèges alors qu'à leur porte gémissent dans la pauvreté, voire la misère, la quasi-totalité des citoyens. Cela est d'autant plus inadmissible en temps de conflit armé. Des démarches sont en cours pour recouvrer les créances de l'État détenues par des particuliers ou des associations à divers titres. Les audits et contrôles ont concerné la gestion de 10 établissements publics de l'État, 21 projets et programmes, 5 sociétés d'État et 10 ambassades. Des insuffisances ont été relevées et des recommandations ont été formulées. Les dossiers suivent leur cours en justice. Pour ce qui est de l'industrie, le régime de la transition est engagé à soutenir autant que possible l'entrepreneuriat national. Il convient de rappeler et d'insister que l'accent est mis sur la transformation des produits. Pour booster la production agricole, l'usine d'engrais de Coupéla est devenue opérationnelle et met à la disposition des populations un engrais de qualité. Le secteur de l'anacarde est en restructuration en vue de le dynamiser et de le moderniser. Les états généraux de l'anacarde se sont tenus du 31 août au 2 septembre 2023 en vue de dégager des mesures de réforme et de relance de la filière. Grâce à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, le chef de l'État a pu poser la première pierre d'une usine de transformation de la tomate à Bobo-Dioulasso le 23 septembre dernier. Bientôt, ce sera à Tinkodgo d'avoir aussi son usine de transformation de la tomate et à Gawa d'avoir une usine d'extraction minière. Les démarches sont en cours pour réanimer le projet d'usine de transformation de tomates de Lumbila et pour la mise en place d'autres usines dans d'autres localités. Pour une relance de la production sucrière, l'État a repris la SN Sosico pour la restructurer et il envisage la mise en place d'une autre société sucrière afin de rendre le secteur performant et compétitif. La création de la Caisse des dépôts et d'investissement va sans doute accroître la capacité de financement des investissements stratégiques. Les 28 juillet et 26 septembre dernier, vous, honorables députés, avez bien voulu voter les lois portant respectivement institution de mesures d'incitation fiscale et douanière en faveur des petites et moyennes entreprises, de modification de la loi réglementant les systèmes financiers décentralisés. La première de ces lois permet aux petites et moyennes entreprises d'acquérir et de renouveler aisément leur matériel de production. Quant à la seconde, elle offre la possibilité aux entreprises de lever des financements avec des institutions financières capables de partager avec elles les risques liés à leur plan d'investissement. Pour le développement de l'industrie de transformation, le programme de mise à niveau et de restructuration concerne 40 entreprises en difficulté dans les secteurs de l'huilerie et de l'énergie solaire. Le programme apporte des appuis financiers aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, à travers l'action des fonds comme le Fonds burkinabé de développement économique et social et l'Agence pour le financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Pour ce qui est du commerce, des textes réglementaires ont été pris
pour fixer les prix de certains produits de grande consommation. Les structures publiques ont acheté des produits locaux d'un montant d'environ 65 milliards 132 millions de francs CFA sur une prévision de 30 milliards. Donc on a fait plus de 200%. Les produits pharmaceutiques ont été pris en compte dans la liste des produits et services soumis à réglementation afin d'en assurer le contrôle des prix. L'incubateur Burkina Textile a été mis en place en vue d'encadrer les jeunes entrepreneurs. Tout au long du mois d'octobre a été célébrée la 4e édition du mois du consommant local. Des missions de prospection et des démarches sont en cours avec des pays comme la Russie, le Venezuela, l'Iran, le Niger, en vue d'un approvisionnement régulier et à moindre coût en hydrocarbures. Dans le domaine de l'artisanat, un aspect de la politique de la transition trouve déjà à se concrétiser. L'application progressive du port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani est en marche. Dans les localités ciblées, il est déjà effectif, un jour par semaine. Nous sommes heureux de voir comment les élèves la portent fièrement. Des mécènes ont même acheté des lots de tissus Faso d'Anfani qu'ils ont distribués gratuitement à des élèves, avec ensuite le prix de la couture, tellement ils sont fiers de l'identité nationale retrouvée. L'application progressive du Faso d'Anfani a été décidée, principalement pour 2 raisons. Il nous est apparu que dans la situation actuelle, la production sur le marché ne peut satisfaire à la demande. En outre, le prix moyen actuel semble assez élevé par rapport au pouvoir d'achat des parents d'élèves. Des études et des démarches sont en cours pour l'extension progressive de la mesure à l'ensemble des établissements d'enseignement. Le 28 novembre, la cérémonie officielle de port de la toge unique en Faso d'Anfani par les enseignants-chercheurs s'est tenue à l'université Joseph Kizerbo. Il est admirable de constater l'élégance redoutable de la tenue, fruit du génie créateur d'une modeste couturière locale. Je tiens ici à féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adjiman Tchombiano, qui a été d'une discrète efficacité dans le processus ayant abouti à ce résultat. Nous attendons à ce qu'il en soit ainsi pour tous les corps de métier. Dans le domaine de l'énergie, il n'est qu'un secret pour personne que le Burkina Faso est en retard dans la production d'énergie électrique. Le chef de l'État a lui-même pris à cœur ce secteur. Vous avez tous appris les négociations qu'il a entreprises pour l'installation d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Ce qui semblait utopique il y a seulement quelques temps peut devenir une réalité. Il faut oser sortir des sentiers battus si l'on veut construire un avenir prospère pour notre pays. Dans le temps, une intensification de l'énergie photovoltaïque. Dans le même temps, une intensification de l'énergie photovoltaïque est en cours. 3 centrales photovoltaïques d'une puissance cumulée de 90 MW ont été mises en place. Avec l'achèvement de la centrale photovoltaïque de 42 MW de Ouara Nord-Ouest à Gonsin, dans la commune rurale de Sourgoubila, la puissance passera à 132 MW. Le chef de l'État vient aussi de relever, vient aussi de décider de réactiver le projet de construction du barrage hydroélectrique de Noundiel, ce qui sera un atout, non seulement pour l'énergie électrique, mais aussi pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau. Les négociations se poursuivent avec la République islamique d'Iran
pour la construction d'une raffinerie de pétrole. Un mémorandum a été signé avec le Ghana pour la construction d'un oléoduc multiproduit pour l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Pour ce qui est des mines, pour préserver au mieux les intérêts du Burkina Faso, il a été entrepris la relecture du code minier de 2015. Il a été mis en place pour la première fois la Société nationale pour l'exploitation des substances précieuses, ainsi qu'une unité de traitement des résidus miniers. D'ici peu, le charbon fin sera donc traité sur place, ce qui donnera des emplois et mettra un terme à la fraude ou aux suspicions de fraude qui entourent le traitement de ces résidus. Pour promouvoir l'exploitation minière par des acteurs nationaux, 21 nouveaux projets miniers à petite échelle ont été mis en exploitation et 6 projets avancés de recherche géologique et minière sont désormais détenus par des investisseurs nationaux. Le 23 novembre dernier, le chef de l'État a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de raffinerie d'or. Cette réalisation sera une première au Burkina qui pourtant exploite l'or depuis des décennies. Des sociétés minières défaillantes comme Perquois, Giro, Yéhou et Kalsaka ont vu leur permis d'exploitation retiré. Pour ce qui est de l'agriculture, l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire a abouti à la mise en place de champs de production dans les 13 régions du pays. À ce titre, lors de la campagne humide passée, 14 700 hectares, sur une prévision de 11 000 hectares, dont on a dépassé les prévisions, ont été emblavés. La production attendue est de 50 000 à 70 000 tonnes de céréales. La réalisation de forages positifs dans 11 casernes et 6 maisons d'arrêt pour la production de légumes en saison sèche est en cours. Les constructions de poulaillers et des parcs sont également en cours pour la production de volailles et de petits ruminants dans les mêmes casernes et maisons d'arrêt. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui a été adoptée est un plan opérationnel qui projette d'atteindre la souveraineté alimentaire, de créer 100 000 emplois dans le secteur rural et d'accroître le PIB agricole de près de 11%. Elle concerne 8 spéculations, dont le maïs, le riz, la pomme de terre, le blé, le poisson, la filière bétail et viande et la volaille. Au 30 juin 2023, plus de 1500 hectares de bas-fonds ont été aménagés et plus de 14 000 équipements d'irrigation ont été mis à la disposition des producteurs. Plus de 2000 tonnes d'engrais et 1500 tonnes de semences améliorées ont été mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. Dans le cadre de l'opérationnalisation des réformes du secteur agro-silvopastoral, 17 500 hectares sont désormais couverts par l'assurance agricole. D'autres projets de même nature sont à l'étude pour la période de la saison sèche et pour la prochaine saison hivernale. Il s'agira aussi, en plus de l'usine d'engrais de Koupela, d'explorer les voies pour une production nationale d'engrais suffisante pour les besoins internes, afin que le Burkina soit à terme indépendant en la matière. L'objectif de la transition est d'aboutir le plus tôt possible à l'autosuffisance alimentaire. L'exemple récent du Niger doit nous interpeller. Après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, à l'instigation du président français Emmanuel Macron, des chefs d'État de la CEDEAO qui redoutent des coups d'État chez eux, ont, dans le but d'étouffer le nouveau régime, brusquement décidé
la fermeture hermétique de leurs frontières avec le Niger. Heureusement pour le Niger, le Mali et le Burkina ont aussitôt volé à son secours. Si nous sommes donc trop dépendants de l'extérieur, surtout pour notre alimentation, un jour ou l'autre, on pourra facilement nous étouffer. Nous devons faire en sorte que, même si tous les pays décidaient de nous fermer leurs frontières, nous puissions continuer à vivre. Pour cela, il nous faut l'autosuffisance alimentaire. Une fois qu'on arrive à manger à sa faim, tout le reste peut être géré avec le temps. Dans le domaine des transports, nous avons beaucoup d'ambition pour le Burkina. Il nous faut partir à la conquête du monde, par la route, par le rail et par les airs. Des projets ambitieux de construction de routes interétatiques et de liaisons ferroviaires sont à l'étude. Et le Burkina est en pleine restructuration. De nouveaux appareils sont attendus dans les prochains jours. De nouvelles compagnies aériennes étrangères feront leur apparition dans les ciels burkinabés. Et nous envisageons de lancer Air Burkina à la conquête d'autres espaces. Pour ce qui est des routes nationales, le schéma général a été dressé lors de mon précédent passage ici. Il suffit d'indiquer, à titre de complément, que les routes et voiries urbaines, dont le bitumage est en cours, couvrent un linéaire de 428 km. Pour ce qui est des pistes rurales, le programme pour cette année est d'aménager 675 km. Afin d'améliorer l'accessibilité dans les villes et les campagnes, il a été adopté en Conseil des ministres du 30 août 2023 l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, dont les travaux ont été officiellement lancés le 18 novembre dernier pour la ville de Ouagadougou. Cette initiative, dont le socle est la mobilisation et la participation communautaire, est une invite du chef de l'État aux populations à la base à se mobiliser et à prendre en charge les problèmes d'assainissement, de voirie, d'infrastructures socio-économiques qu'elles rencontrent au quotidien, et ce, avec l'accompagnement de l'État. Les travaux seront également lancés d'ici mi-décembre à Bobo-Dioulasso et devront s'étendre les mois à venir à toutes les communes du pays. Avec la République de Guinée, 3 accords pour le transit de nos marchandises ont été conclus. Il convient de noter aussi l'ouverture de la représentation du Conseil burkinabé des chargeurs au Ghana et la construction d'un nouvel entrepôt pour nos marchandises à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du secteur social, cela concerne la santé, l'éducation, la jeunesse, l'humanitaire et la culture. Dans le domaine de la santé, les efforts se poursuivent pour l'harmonisation progressive des centres hospitaliers universitaires régionaux. Il a été procédé à la réglementation des emplois dans les services de santé publique pour limiter l'absentéisme et la concurrence déloyale des instituts privés de santé. Il a aussi été procédé au renforcement du plateau technique en imagerie médicale au profit des centres hospitaliers universitaires Yalgado, au profit des centres hospitaliers Yalgado, Bokodogo et Soulsam. À noter l'installation et la mise en fonction de scanners dans les centres hospitaliers régionaux de Koudou et de Fadam Gourma, l'acquisition de 5 scanners en cours d'installation au profit des centres hospitaliers régionaux de Zignaré, de Dori, de Dédougou et de Banfora. Le maintien de la politique de gratuité des soins a permis de prendre en charge 8 464 616 prestations chez les enfants de moins de 5 ans et 7 454 858 au profit des femmes dans les formations sanitaires publiques et privées pour un coût de 32 milliards de francs CFA.
l'extension de la gratuité des soins a été actée au profit des personnes âgées et des personnes vivant avec le VIH. Il a été procédé à la digitalisation des procédures de soins et à l'opérationnalisation de la loi relative aux dons, au prélèvement, à la transplantation et au greffe d'organes, de tissus et de cellules humaines. Plus de 4 milliards ont été mobilisés pour assurer le maintien de l'offre de soins et des services de nutrition, y compris la prise en charge des violences basées sur le genre dans les régions fortement affectées, notamment le Sahel et le Centre-Nord. Dans les zones à fort défi sécuritaire, 44 postes de santé avancés et 32 équipes mobiles de soins ont été déployées au profit de 1 605 688 personnes déplacées internes. Des centres de santé fermés ont été ouverts et des ressources humaines ont été redéployées. Un projet de mise en place d'une technopole pharmaceutique à Kokolgo est en cours. À long terme, les gouvernements suivants devront envisager le retour à un système de santé gratuit pour tous, comme cela était le cas dans les premières années de l'indépendance. Dans le domaine de l'éducation, outre l'effectivité du port de la tenue scolaire en façon d'Anfani, des réformes ont été introduites, comme l'enseignement du code de la route, l'enseignement des langues nationales et l'enseignement des métiers. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'innovation majeure est la généralisation des enseignements par l'Université virtuelle du Burkina Faso, en vue de contribuer à résorber le retard académique dans les universités publiques. À la rentrée 2023-2024, près de 8000 étudiants ont été orientés à l'université virtuelle. Pour accompagner cette dynamique, l'espace numérique ouvert de Karpala a été inauguré. Le déploiement de la solution de télémédecine de l'université virtuelle de Burkina Faso est effectif. Un incubateur de technologie a été mis en place à Bagrépol au profit des étudiants en fin de cycle d'études agro-sylvo-pastorales. Pour ce qui est de la jeunesse, l'accent a été mis sur la formation professionnelle, le financement des projets et le placement en stage. Le lancement de l'initiative référent opportunité insertion a permis de créer dans toutes les communes rurales et urbaines des services de promotion de l'insertion professionnelle des jeunes. Des structures en charge de la formation professionnelle ont été fusionnées par la création d'une nouvelle structure dénommée Burkina Soudou Baodé en Fulfulde, qui signifie la maison des compétences du Burkina. 3 fonds de financement des projets de jeunes ont été fusionnés en un fonds unique dénommé Faso Kounen Willy, qui signifie relever les défis du Faso. Dans le domaine de l'humanitaire, il est à noter que plus de 3 millions de personnes vulnérables, dont des personnes déplacées internes, ont bénéficié d'un appui sur le plan alimentaire et en articles ménagers essentiels. Un appui au logement d'urgence a été apporté à 23 799 personnes déplacées internes et à 9 845 ménages vulnérables. Les personnes vulnérables sont progressivement insérées dans un système intégré agro-sylvo-pastoral et de transformation. Ainsi, 1 million de femmes PDI de 10 régions ont reçu une formation spécifique dans les métiers à tisser, en teinture de coco-tonda et en formation en finance communautaire, en gestion de coopératives et en commerce digital. 664 femmes déplacées internes en situation de mendicité ont été retirées de la rue et formées dans des métiers de leur choix. 49 213 kits d'installation ont été octroyés à des adolescents déplacés internes, à des handicapés et à des personnes vulnérables bénéficiaires de formation professionnelle. Dans les transferts monétaires, 122 517 ménages pauvres et vulnérables, y compris des PDI, ont pu bénéficier de soutien financier. Des camions ont été acquis pour renforcer les capacités opérationnelles du CONASUR dans le transport des vivres et du matériel. 4 entrepôts régionaux
ont été exceptionnellement construits pour améliorer le maillage du territoire national en dispositif de gestion des crises. Près de 14 000 PDI et communautés autres ont été appuyés pour l'établissement de leurs documents d'identification, soit les actes de naissance et les cartes nationales d'identité burkinabé. Le coût global de toutes les actions en faveur des PDI et personnes vulnérables est d'environ 78 milliards 730 millions de francs CFA. De l'engrais, des semences améliorées, des aliments de bétail et des semences fourragères ont été mises à la disposition des personnes déplacées internes et personnes vulnérables. Dans les zones abritant les personnes déplacées internes, 53 fourrages équipés de pompes à motricité humaine, 9 postes d'eau autonomes, 1329 latrines familiales et 253 latrines communautaires ont été réalisées dans les zones abritant les personnes déplacées internes et personnes vulnérables. Pour ce qui est de la culture, nous avons un projet d'instaurer des journées d'engagement patriotique pendant lesquelles les citoyens seront invités à rehausser les valeurs patriotiques dans leur comportement et dans leur consommation. La première phase de ces journées, pour une durée de 2 semaines, pourrait commencer le 26 mars. On se rappelle que c'est le 26 mars 1983 que Thomas Sankara s'est réellement révélé au public lors du discours qu'il a prononcé à la place du 3 janvier, qui deviendra par la suite la place de la Révolution, puis la place de la Nation, et de nouveau la place de la Révolution. La deuxième phase, pour une durée de 2 semaines également, pourrait commencer le 2 octobre, en souvenir du discours d'orientation politique du 2 octobre 1983. Instruction a été donnée au ministre de la Culture, ici présent, de prendre les mesures nécessaires pour retrouver la signification des noms de familles qui existent au Burkina Faso. De même que la transcription exacte et la signification des noms de villes et villages du Burkina. C'est bien ça, hein? Ce travail, qui demande la contribution de tous, est nécessaire pour la préservation de notre patrimoine culturel et historique. Si nous ne le faisons pas maintenant, les prochaines générations seront sans repère. La promotion du tourisme interne se fait à travers le lancement de la grande saison du tourisme interne. Il a été procédé au lancement de la construction de la Cité des artistes à Bobo-Dioulasso, de même que le lancement du projet de construction des infrastructures du mémorial Noël Isidore Thomas Sankara. Plus de 917 projets des acteurs privés de la culture, des arts et du tourisme ont bénéficié d'un accompagnement technique et financier. Des outils pédagogiques ont également été élaborés pour l'enseignement de la culture et des arts à l'école. Le cadre juridique et institutionnel en matière culturelle et touristique a été renforcé à travers l'adoption de plusieurs textes. Il s'agit notamment de la loi portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso, des décrets d'application de la loi d'orientation sur le tourisme et du décret portant création de la Direction générale de la Semaine nationale de la culture. Pour ce qui est des relations internationales, le dynamisme du Burkina dans les relations internationales n'est plus à démontrer. Le régime de la transition s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Chacun se rappelle le discours fort du chef de l'État à Saint-Pétersbourg lors du 2e forum Russie-Afrique en juillet dernier. De même, le 16 septembre a été signé entre le Mali, le Niger et le Burkina la charte du dictateur gourmand mettant en place l'alliance des États du Sahel. On se rappelle encore que quand nous avons évoqué la première fois une possible fédération avec le Mali, nous avons subi toutes sortes de railleries de la part des esprits bien pensants. Que disent-ils maintenant?
face au renforcement progressif et continu de nos relations avec le Mali et maintenant avec le Niger. Quant à nous, nous poursuivons notre chemin, indifférents aux sautes d'humeur des esprits conservateurs et sans ambition qui ont suffisamment montré leurs limites. Nous demandons simplement à la jeunesse de se dresser pour défendre son avenir et de ne pas le laisser être hypothéqué par des personnes sans autre perspective que leur amour propre et leurs intérêts personnels. L'Iran et le Burkina ont chacun ouvert maintenant une ambassade, respectivement à Ouagadougou et à Téhéran. Nous venons aussi de recevoir l'ambassadeur du Nicaragua avec résidence à Ouagadougou. La commission mixte Venezuela-Burkina se tiendra bientôt à Caracas, avec en perspective le renforcement de nos relations de coopération dans tous les domaines. Je salue au passage nos frères qui sont en Amérique latine, particulièrement au Venezuela, au Nicaragua, à Cuba, en Haïti, au Brésil, en Colombie, en Jamaïque et dans les Antilles. Ils nous ont fait comprendre comment ils se sentent marginalisés par les dirigeants africains, eux qui n'aspirent qu'à renouer avec le continent africain qu'ils appellent la terre-mère. Pour ce qui est de la réforme de l'État, il conviendra d'abord d'examiner le contexte dans lequel nous voulons procéder à une révision constitutionnelle. Les constitutions des pays occidentaux sont fondées sur les réalités sociales, tout en s'inspirant des exemples et des expériences des autres peuples. C'est le chemin que nous avons toujours prôné pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous n'avons jamais dit que la nouvelle constitution sera coupée de tout apport extérieur, mais qu'elle devra d'abord avoir pour fondement des ressources endogènes, avec en appui toute autre valeur qui ne contrevient pas aux valeurs consensuelles des Burkinabés. Ce sera aux Burkinabés de tracer leur voie comme ils le voudront. Mais il ne s'agira aucunement de personnes triées sur le volet au moyen d'intrigues, d'opportunisme et de corporatisme qui vont se réunir en conclave pour élaborer un texte à leur convenance qui sera soumis pour adoption à des populations désemparées, sommées à coups de publicité et de propagande, de voter oui ou non pour un texte qu'elles seraient incapables de comprendre, encore moins d'expliquer. Tout devra partir du peuple et revenir au peuple. C'est lui qui écrira sa constitution. Dans la nuit du 26 septembre 2023, à partir de rumeurs de coup d'État, des milliers de citoyens de tous âges ont conflué vers les centres névralgiques de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouaïbia et d'autres villes secondaires pour s'opposer à un quelconque coup d'État et marquer leur soutien au président Ibrahim Traoré et à la transition. Pourquoi ce mouvement spontané? Parce que ces gens comprennent pourquoi le président Traoré est venu au pouvoir. Ils comprennent ce qu'il fait du pouvoir et les perspectives qu'il dresse pour le futur du Burkina. La conclusion est simple. Quand les populations comprennent le pouvoir politique, son fonctionnement et ses objectifs, ils en deviennent les principaux artisans et défenseurs. Et du coup, des boucliers contre le coup d'État et l'instabilité institutionnelle. J'ai souvent pris l'exemple de la chefferie coutumière. Pourquoi la lutte pour la conquête de la chefferie coutumière est parfois âpre? C'est parce que les citoyens en comprennent le sens. Pourquoi, une fois désigné, le chef coutumier n'est jamais menacé par un coup d'État? C'est parce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont les défenseurs de l'institution. Et aussi parce que les règles de succession sont bien établies
dans les différentes constitutions coutumières comprises et acceptées par les citoyens du royaume, du canton ou du village. C'est à cela qu'il nous faut arriver avec une nouvelle constitution en gestation. Nous devons bien comprendre les enjeux. L'écriture d'une nouvelle constitution est une question de souveraineté politique, économique et culturelle. L'une ne peut s'épanouir réellement à partir des concepts d'autrui. L'une ne peut tracer son propre chemin à partir de règles établies par autrui. La Constitution, qui est la loi fondamentale, de laquelle toutes les autres lois tirent leur essence, doit donc être le reflet de la société, au risque de la conduire à la dérive. C'est ce manque d'adéquation que nous vivons actuellement au Burkina Faso, avec pour résultat une instabilité institutionnelle chronique depuis l'indépendance. Nous avons d'un côté des lettrés dont le corps se trouve souvent au Burkina Faso et l'esprit en Occident. Des diplômés formatés dans la pure pensée occidentale, sans une réelle capacité de contextualisation et d'adaptation. De l'autre côté, nous avons une paysannerie déboussolée, torturée entre la réalité du quotidien et les sophismes juridiques et politiques auxquels elle est confrontée. Il est évident que ceux qui ont construit leur carrière, leur fortune et leur prestige sur la connaissance, le maniement et la manipulation des constitutions occidentales, et qui n'ont eu ni le courage, ni la clairvoyance de s'interroger sur leur réelle utilité dans nos sociétés, ne voient pas d'un bon œil notre projet. Ils feront tout pour convaincre du contraire. De prétendus savants diront que les valeurs sont universelles. Par conséquent, la remise en cause de la Constitution actuelle non seulement est sans objet, mais serait un recul démocratique. Ce qu'ils oublient, c'est que si les valeurs sont universelles, la façon de les vivre diffère d'une société à l'autre, et chaque société se les approprie et les exprime à sa façon. Le fondement est que chaque société a sa spécificité qui se traduit par un environnement, une culture, une histoire qui lui sont propres. Même la vie humaine n'a jamais eu la même valeur dans l'espace et dans le temps. Qui en Occident ne se souvient de ces sanctions horribles, comme les écartèlements, les bûchers, où l'on brûlait vif des gens pour de simples divergences politiques ou religieuses? Même de simples voleurs, ou supposés tels, étaient marqués au fer rouge. Nos sociétés ont-elles partagé ces valeurs avec l'Occident? La conception de la vie en société est-elle la même dans tous les pays du monde? Dans nos sociétés traditionnelles, l'éducation et l'apprentissage se font dès l'enfance avec les parents et le milieu social. Ainsi, l'adolescent n'a pas de problème d'insertion professionnelle. De nos jours, le manque d'emploi des jeunes n'affecte que ceux qui ont reçu l'instruction scolaire sans ancrage dans la réalité socio-économique. D'où la nécessité pour nous d'introduire l'enseignement des métiers dans les écoles. Si l'on est d'accord que l'enfant doit être éduqué, le contenu de cette éducation est fonction de l'espace et du temps. L'éducation du jeune européen d'aujourd'hui n'est pas la même qu'au XIXe siècle. C'est ce manque de discernement dans nos pays, piloté par des âmes sans ancrage social, qui conduit à la délinquance urbaine dans nos sociétés. L'expression de la liberté a-t-elle toujours été la même partout, dans l'espace et dans le temps? L'individu doit-il prévaloir sur le groupe, ou le groupe doit-il prévaloir sur l'individu? Quels sont les droits et prérogatives de chacun au sein de la cellule familiale, au sein du groupe social, au sein de l'État? Autant d'éléments pour lesquels chaque société essaie de trouver des réponses en fonction de son parcours et de sa spécificité.
Au niveau de la gouvernance, il est constant que le pouvoir est géré par le peuple et pour le peuple. Mais chaque société le fait à sa façon. Dans les sociétés étatiques qui nous concernent, certaines optent pour la monarchie et les monarchies diffèrent les unes des autres. D'autres optent pour la république et les républiques diffèrent aussi les unes des autres. Le choix, le mode de désignation des responsables dans nos sociétés traditionnelles se faisait selon des procédures endogènes, sans campagne électorale coûteuse et ruineuse, avec des discours alambiqués et des procédures incompréhensibles pour le plus grand nombre. Devant les potentiels électeurs, combien de candidats et de partis politiques n'ont-ils pas eu de soucis pour faire comprendre la différence entre leurs propres bulletins et ceux de leurs concurrents? Même si certaines valeurs peuvent être universelles, leur appropriation et leur expression sont toujours fonction de l'évolution historique de chaque société. Le cas contraire engendre un désordre social. On vous dira encore que le Burkina comprend plusieurs ethnies et qu'il est impossible d'arrêter des valeurs traditionnelles communes. Mais l'Inde comprend combien d'ethnies? Et la Chine, la Russie, l'Iran et même les États-Unis. Pourtant, ces pays ont un socle commun sur lequel se construit chaque nation. Il est donc évident que les arguments contre l'ancrage social de la Constitution ne résistent pas à la critique objective. Il nous revient donc, tous ensemble et sans complexe, de nous mettre au travail pour jeter les bases de notre vivre ensemble et de notre avenir commun. Qu'en est-il de la démocratie? La démocratie, que veut-elle dire? Le mot est composé de deux mots grecs, démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. La démocratie signifie donc le pouvoir du peuple. C'est le mot par lequel et pour lequel l'Occident et ses valets locaux nous mènent en bateau. Il convient donc de les démystifier. Depuis que l'être humain a commencé à vivre en famille, puis en tribu, en chefferie, en royaume, en empire et en république, il a toujours vécu dans la démocratie, exprimé soit de façon tacite, soit de façon expresse. Sans consentement, l'une ne peut s'imposer à un groupe, à une société, à un peuple. On pourra peut-être parler de servitude volontaire, mais sans la volonté d'accepter, il n'y a point de chef. Dès lors qu'il y a une organisation sociale qui fonctionne de façon régulière, selon un ordre déterminé, il y a démocratie. L'on peut alors discuter sur l'étendue et le contenu du consentement populaire, mais non sur son existence. Nos sociétés traditionnelles ont, à travers les âges, vécu dans la démocratie. Et c'est cette forme d'organisation qui leur a permis de traverser des siècles, voire des millénaires, dans la cohésion, secrétant chacune une culture spécifique. Ce que certains partenaires veulent nous imposer pour toujours, c'est une forme de démocratie parmi tant d'autres. Une forme de démocratie qui véhicule leur culture et leurs valeurs sociales, souvent en déperdition. Il convient de rappeler que la démocratie à l'occidental est née à Athènes. Chaque État occidental a interprété à sa façon la démocratie athénienne pour l'adapter à son contexte. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, adapter la démocratie à notre contexte? L'arrogance de certains dirigeants occidentaux, qui consiste à vouloir imposer leur modèle, trouve sa limite là où s'élève la volonté du peuple, enfin conscient de son rôle historique. Les Occidentaux devraient prendre conscience qu'il est temps pour eux de s'occuper d'abord du mal
qui rongent leur propre démocratie en accordant davantage d'attention aux minorités qui subissent leur oppression, comme les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Tziganes. Qui peut oublier que les plus grands crimes ont été commis par les prétendues démocraties occidentales? Il suffit de ne retenir que les 2 guerres mondiales, dont le point culminant est la Shoah, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, les guerres d'indépendance au Cameroun et dans les colonies portugaises d'Afrique, la guerre d'Afghanistan, la guerre du Golfe, la guerre en Syrie, l'entretien de la rébellion de la Contra et toutes les actions injustifiées contre le régime sandiniste du Nicaragua, les coups d'État commandités contre les régimes nationalistes en Afrique et en Amérique latine, l'élimination du guide de la révolution libyenne et actuellement le terrorisme au Sahel qui a été suscité principalement par le gouvernement français contre les États du Sahel dans le but de prendre directement le contrôle de ces territoires. Récemment encore, des coups d'État contre le régime de la transition du Burkina ont été commandités par le gouvernement français. Avec un tel palmarès de hauts faits de crimes indescriptibles et imprescriptibles, dans un laps de temps très limité dans l'histoire, les États occidentaux peuvent-ils venir nous apprendre la démocratie? Heureusement pour nous, les jeunes Africains comprennent de plus en plus que c'est à eux de prendre leur destin en main. Honorables députés, le temps est venu de nous assumer en tant que communauté africaine, libre et indépendante dans un ensemble intégré. La patrie ou la mort, nous vaincrons.